Bonjour et bienvenue dans cette 8e vidéo dédiée aux travaux de Quentin Leplat. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, qui est une vidéo bilan, on va faire un bilan, une synthèse de ces 7 vidéos qu'on voit à l'écran là. Voilà, et on va aussi et surtout, finalement, approfondir certains aspects, certaines choses que j'ai évoquées quelquefois rapidement, mais qui me semblent importantes un petit peu au-delà des erreurs qu'on a pu constater dans les travaux de Quentin. J'ai envie de parler d'un petit peu de sa vision de la science, des chercheurs et tout ça. Donc c'est de ça dont on va parler. Alors pour qui? À qui est dédiée cette vidéo? À qui elle s'adresse? Alors déjà je vais commencer par à qui elle ne s'adresse pas. Elle ne s'adresse pas aux gens qui n'ont pas envie d'écouter ce que je dis et qui malgré tout laissent des commentaires un petit peu désagréables, un petit peu énervés sous mes vidéos. Bah, ça c'est inutile, ça rend service à personne, ça m'intéresse pas du tout. Donc si vous faites partie de ces gens-là, des gens qui sont pas capables d'écouter mes arguments et de les critiquer avec des arguments voilà, bien fondés, et ben voilà, c'est pas la peine, vous allez arrêter cette vidéo maintenant. Nos chemins vont se séparer maintenant, et puis comme ça sera bien mieux pour tout le monde. Ensuite, à qui ça s'adresse? Eh bien, soit aux personnes qui ne savent pas trop, est-ce qu'ils doivent penser des résultats de Quentin, est-ce qu'ils sont crédibles ou pas, voilà, les gens qui hésitent un peu, ou les gens qui pensent que les résultats de Quentin sont recevables, enfin ses arguments sont corrects, etc., mais qui ont une certaine ouverture d'esprit, en tout cas qui sont capables d'écouter des gens critiques, comme moi, disons. Et puis aussi, ça s'adresse aux gens qui sont peut-être convaincus par les arguments de Quentin, mais qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement de la science. Eh bien, j'ai envie d'expliquer tout ça et de remettre toutes les choses à plat et montrer que finalement Quentin, eh bien, il ne sait pas comment ça marche. Et il fait croire qu'il sait comment ça marche, et les gens qui ne connaissent pas les processus de publication scientifique, eh bien, je pense qu'ils se font un peu berner, voilà, par Quentin. Et donc moi, j'aimerais rétablir quelques vérités à ce sujet. Et puis enfin, bien sûr, ça s'adresse à toutes les personnes qui, comme moi, voilà, sont convaincus que les résultats de Quentin ils tiennent pas la route, et voilà, qui prennent plaisir à regarder mes vidéos tout simplement. Alors comment? Je vais essayer d'être le plus factuel possible et m'appuyer sur les observations que j'ai faites et que j'ai présentées dans les 7 vidéos précédentes. Je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus accessible possible. Quoi? Alors de quoi vais-je parler? Alors je vais parler des résultats que j'ai déjà présentés dans les 7 vidéos, mais je vais être assez rapide, hein, ça va être un bilan, voilà, ça va être une synthèse rapide. Et puis je vais montrer pourquoi il n'est pas raisonnable d'accorder de la confiance aux résultats de Quentin, car j'ai accumulé un certain nombre d'éléments qui vont dans ce sens. Au départ, moi, quand j'ai commencé mes vidéos, j'y suis allé vraiment prudemment, d'accord. Ma critique était... Enfin, je critiquais même pas, j'essayais juste de comprendre comment il fonctionnait, et c'est vraiment à force de voir des erreurs qui sont tellement énormes que ça y est, maintenant, je n'ai pas confiance du tout dans les résultats de Quentin, quoi. Donc là, c'est sûr que dans cette vidéo, maintenant, je vais prendre un peu moins de pincettes, hein. Alors voilà, finalement au sommaire, hein, il y aura 3 parties. Une synthèse des observations qu'on a pu faire en ce qui concerne les travaux de Quentin Leplat. Ensuite, une deuxième partie où je vais montrer que Quentin Leplat, en fait, il trompe son monde. Il fait croire des choses à son auditoire, mais il y a beaucoup de choses qui sont fausses, là, dans tout ce qu'il peut dire. Et puis finalement, on va se poser une question, qui croire quand on n'y connaît rien, hein, quand on n'y connaît rien en archéologie, en métrologie, en mathématiques, voilà, comment on fait pour trouver on va dire une référence de confiance, quoi, enfin une référence la plus juste possible quand on n'est pas spécialiste, voilà. Donc je vais essayer d'apporter quelques éléments pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Alors ma synthèse des observations que j'ai pu faire sur les travaux de Quentin, je la décompose en 3 problèmes majeurs que j'ai observés. Premièrement, il y a des problèmes dans la maîtrise des maths. Quentin Leplat, il maîtrise pas les mathématiques, hein, ça c'est sûr. Vous pourrez aller le voir dans mes vidéos 1, 2 et 4, où on voit clairement des problèmes d'hypothèses non vérifiées, des probabilités
qui sont prétendus être des probas, mais qui en fait sont juste des calculs de comptage qui en plus sont faux. Enfin bref, il y a des problèmes majeurs en termes de maths. Et ce ne sont pas des petits problèmes, ce sont des problèmes qui remettent en question fondamentalement ces résultats, puisqu'ils s'appuient sur ces théorèmes de maths pour prouver ces résultats, mais s'il utilise mal ces théorèmes, eh bien forcément ces résultats sont faux, hein, ça c'est sûr. Ensuite, il y a des problèmes de programmation. Quentin Leplat, il s'est fait aider par son ami Pierre Coucy pour réaliser des codes de calcul qui sont censés fournir des preuves. Alors peut-être qu'il aurait dû se faire aider par quelqu'un d'autre que Pierre, parce que en tout cas, les codes, eh ben, j'ai relevé des erreurs pareilles qui sont fondamentales en fait. Qui remettent en question les résultats de Quentin. Ce ne sont pas des erreurs de programmation sur des problèmes d'affichage par exemple. C'est pas ça, c'est des problèmes majeurs qui remettent en question les résultats qui sont fournis par ces outils-là. Vous pourrez aller voir mes vidéos 2 et 5 pour des exemples de tels problèmes. Alors le troisième problème, c'est la méthodologie de Quentin qui est biaisée à plusieurs niveaux. Alors moi j'ai décomposé ça en deux parties. D'abord, il fait des hypothèses qui sont sans lien avec la littérature. En tout cas, il ne nous apporte aucune littérature scientifique actuelle et fiable pour asseoir cette hypothèse. Donc ça c'est un véritable problème. Je vais y revenir un peu plus loin dans ma vidéo. Et puis il y a un problème de sélection des mesures. Dans plusieurs vidéos, en fait, il choisit les mesures qui l'arrangent. Dans la vidéo 4, on voit qu'il retire certaines pyramides qui sont alignées sous prétexte que ça va modifier son résultat final. Bon bah voilà, ça c'est des méthodes que personne n'emploie, personne ne fait ça. Ça biaise forcément les résultats, cette sélection des mesures. Dans les vidéos 5 et 6, il sélectionne les positions des mégalithes et qui se retrouvent finalement non conformes aux positions qui sont fournies par Google Earth, alors que pourtant il nous dit que Google Earth c'est l'outil de référence pour lui. Donc cet outil qu'il décrit comme un outil précis et de référence, eh bien lui, il se permet d'être à côté. Donc en fait, ça va pas quoi. Soit Google Earth, c'est un outil fiable et précis, soit ça ne l'est pas. Quentin, il choisit les mesures, les distances qui lui conviennent. Et dans la vidéo 7, il ne prend pas en compte la dispersion des antennes relais qui est plus grande que celle des mégalithes. Enfin, je vous laisse aller voir le détail, mais c'est encore une fois des choix qui sont faits, qui sont arbitraires, qu'il n'explique pas et qui, pareil, biaisent complètement les résultats. Alors, deuxième partie de cette vidéo, Quentin Leplat trompe son monde. Je pense que Quentin Leplat trompe son monde et je vais essayer d'expliquer pourquoi je pense cela. Alors, ce qu'on a sous les yeux, c'est la vidéo de Nicolas Théondine, ok, et qui est en fait un complément à l'une de mes vidéos, voilà. D'ailleurs, il cite dans sa description ma chaîne, voilà. C'est un complément, il vient compléter une de mes vidéos, très bien. Et puis Quentin Leplat, assez rapidement après la publication de cette vidéo, répond. Ok, on voit dans les commentaires ici, Artefact TV, c'est Quentin Leplat. Il répond. Et il a même fait une vidéo, Quentin Leplat, de 56 minutes, pour voilà, répondre à Nicolas Théondine. Alors, c'est très bien, Quentin Leplat, il répond à Nicolas Théondine. Moi, j'ai fait 7 vidéos, d'au moins 25 minutes chacune, et je n'ai jamais eu aucun commentaire ou réponse de la part de Quentin. C'est quand même étonnant. Quentin Leplat, il a forcément connaissance de mes vidéos et de ma chaîne, puisque Nicolas Théondine la mentionne ici explicitement. Voilà. Donc il n'y a pas de doute, Quentin Leplat, il connaît l'existence de mes vidéos, de ma chaîne, et il a connaissance aussi des problèmes que je viens de montrer là, que je viens de vous expliquer. Et donc pourquoi il ne répond pas? Il répond à Nicolas Théondine, et à moi il ne me répond pas. Alors, moi mon hypothèse, c'est que il ne sait pas quoi répondre. Parce qu'en fait, il se rend bien compte qu'il y a des problèmes. Il répond à Nicolas Théondine parce que si vous allez voir cette vidéo de 56 minutes là de Quentin, eh bien il nous explique que il y a, voilà, il ressort dans des bouquins la position de certains mégalithes et puis il explique que il faut utiliser tel mégalithe et pas tel autre et tout ça, etc. Bon, c'est bien, c'est intéressant.
Mais qu'en est-il des théorèmes de maths qui sont mal utilisés? Qu'en est-il des problèmes de programmation? Ça, ce sont quand même des problèmes fondamentaux, véritablement fondamentaux dans les travaux de Quentin, et ça, il n'y répond pas. Pourquoi c'est problématique? Je vais prendre juste l'exemple de la première erreur que j'ai remarquée dans ma première vidéo. Il utilise un théorème de maths sans vérifier si les hypothèses nécessaires à la validité de ce théorème sont vérifiées, sont valides. Moi j'ai montré que ces hypothèses n'étaient pas valides. Ça veut juste dire qu'il a utilisé un théorème de maths alors qu'il n'avait pas le droit de l'utiliser. Les conditions n'étaient pas réunies. Donc forcément, ces résultats sont erronés. Les résultats de Quentin, basés là-dessus, ils sont forcément faux. Et pourtant, la vidéo en question, elle est toujours sur la chaîne YouTube de Quentin. Ces résultats sont toujours en ligne. Voilà, c'est cette vidéo-là, qui est toujours en ligne sur la chaîne de Quentin. Moi, j'ai montré qu'il y a un problème fondamental. Les résultats qui sont présentés dans cette vidéo sont faux, c'est sûr et certain. Quentin le sait, puisqu'il a connaissance de mes vidéos, et il ne réagit pas. Et donc, quel est le problème là-dedans? Les gens qui s'intéressent aux travaux de Quentin ne peuvent pas savoir que les résultats présentés ici sont faux. Et ça, c'est problématique. Ça induit les gens qui regardent ces vidéos en erreur. Il sait pertinemment que c'est faux et il laisse ça en ligne comme ça, sans faire une vidéo de correction ou quoi que ce soit. Il ne veut pas regarder les choses en face. Il y a des problèmes majeurs et il les laisse en place. Tous les problèmes de programmation et les autres problèmes de maths et de programmation que j'ai soulevés, il n'y répond pas. Les outils informatiques qu'il a développés ne fonctionnent pas, je l'ai démontré, et il ne réagit pas. Ces outils sont toujours en ligne sur son site, etc. etc. Et bien ça induit les personnes en erreur, parce que tout le monde va penser que tout ça c'est correct, alors que c'est faux, je l'ai démontré, et il ne réagit pas. Le problème, il est en fait dans la non-réaction de Quentin à tout ça. Il devrait absolument réagir. Il devrait absolument réagir et dire, en effet, il y a un problème, et donc cette vidéo, il ne faut pas en tenir compte, je sais pas, faut qu'il corrige les choses. Et là, ça induit les gens en erreur. Voilà pourquoi je dis que Quentin Leplat, il trompe son monde. Il fait croire que tout ça c'est juste, alors qu'en fait, il y a des problèmes majeurs. C'est pas honnête vis-à-vis des gens qui pensent que ces résultats sont corrects. Ça, c'est la chaîne de Quentin. Il y a 15 200 abonnés. 15 200 abonnés et 148 vidéos. Alors, parmi ces 148 vidéos, combien sont justes? Bon, à mon avis, aucune. Ou en tout cas, certainement très très peu. Moi, j'en ai analysé que quelques-unes, vraiment une toute petite partie, mais à chaque fois que j'ai fait une analyse, il y avait des problèmes majeurs de méthodologie, de maths ou de programmation. Je ne peux pas maintenant supposer que Quentin Leplat, il est doué pour faire ce genre d'analyse. Non, il ne sait pas faire. Et donc, forcément, tout ce qu'il y a là-dedans, on peut supposer que ça ne tient pas la route. Et il y a 15 200 abonnés. Parmi ces 15 200 abonnés, combien de personnes sont persuadées que tout ça, c'est juste? Certainement beaucoup. Il y a certainement beaucoup de gens qui suivent Quentin Leplat, qui pensent que c'est juste. À ce sujet, je fais une petite parenthèse là. Je vous montre ici à l'écran quelques commentaires que j'ai pu trouver sous les vidéos de Quentin. Donc c'est des commentaires qui félicitent Quentin pour la qualité de ses démonstrations, etc. Je veux dire, ces personnes-là, il faut quand même leur dire que finalement les démonstrations sont pas bonnes. Sinon, ils vont continuer de le croire, et ils vont continuer de croire Quentin. Et la moindre des choses, ce serait qu'au moins il corrige tout ce qui est clairement faux. Et puis le reste, je sais pas, il faut que ça lui de s'en occuper, mais voilà, il faut au moins réagir et faire quelque chose là. Sinon, c'est malhonnête vis-à-vis de ces milliers de personnes qui le suivent et qui pensent que tout ça, c'est de la science, puisqu'ils pensent faire de la science, Quentin Leplat. Et ça, c'est mon deuxième point. C'est marqué ici, chercheur en sciences anciennes. Quentin Leplat, il se prétend chercheur. Et là, c'est le deuxième problème majeur, là, quand je dis que Quentin, il trompe son monde. Quentin, il n'est pas chercheur. C'est pas possible. Pour expliquer ça, je vais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est qu'un chercheur, quel est le métier de chercheur et comment ça se passe, la recherche scientifique. Je vais expliquer ça d'abord, et ensuite on va voir comment Quentin il s'y prend lui. Alors un chercheur, c'est quelqu'un dont le métier est de étendre le domaine des connaissances humaines, disons. Ok ?
il y a des choses que l'on sait et il y a des choses que l'on ne sait pas. Je vais faire un dessin extrêmement simple. Ok, c'est un peu simpliste, mais c'est pas grave. Je dessine ici une frontière et je dis, je vais mettre ici, de ce côté-là de la frontière, c'est la connaissance. Ok, toute cette zone-là, tout ça, c'est la connaissance. Et puis c'est ici, c'est le côté de l'ignorance. C'est tout ce qu'on ne sait pas. Alors du côté de la connaissance, il y a plein de choses. Je sais pas, on sait grâce à Newton que deux corps massifs s'attirent, par exemple. On connaît le fonctionnement de plein de choses, hein, le fonctionnement des cellules, par exemple. Enfin, on connaît plein de choses dans tous les domaines, en sociologie, en histoire, en physique, en ce que vous voulez. Voilà, voilà la science depuis 200 ans progresse, voilà. Et la science, hein, son but, hein, et les chercheurs hein, qui font ça, c'est de déplacer cette frontière, hein, là. Voilà. Le but c'est de découvrir un petit peu ce qui se cache du côté de l'ignorance. Le chercheur, en fait, bon, c'est pas une frontière tout à fait claire. Hein. On pourrait dessiner ici une zone grise. Okay, c'est quelque chose d'assez flou ici, parce que là, quand on est proche de la frontière, en fait, il y a des choses qu'on sait, mais qui sont pas encore bien établies, par exemple. Voilà. Et donc le chercheur, lui, il travaille dans cette zone grise-là, quoi. Et lui, son but, c'est de déplacer cette frontière vers la droite, d'essayer d'éclairer un petit peu un petit bout d'ignorance, okay, de rajouter un petit peu de connaissance, de remplacer de l'ignorance par de la connaissance, en gros, hein, si je peux résumer ça comme ça. Alors comment il s'y prend ? Eh bien, il va utiliser certaines connaissances, alors des connaissances qui sont bien établies, là, on va dire celles qui sont plutôt à gauche, eh ben, c'est celles qui sont bien établies, et puis celles qui sont plus proches de la zone grise, c'est des connaissances un peu nouvelles qui sont plus ou moins bien étayées, on va dire. Okay, j'aurais peut-être dû utiliser une autre couleur. Okay, donc il va s'appuyer sur un certain nombre de connaissances, et puis compte tenu de ces connaissances-là, il va en dégager un questionnement, okay, une problématique. Il va dire par exemple, voilà ce qu'on sait aujourd'hui dans un certain domaine, et puis on constate que y a des questions qui émergent, par exemple, par exemple, il peut y avoir des contradictions entre certains résultats. Il y a une contradiction, donc le chercheur il va se proposer d'apporter un éclairage nouveau pour essayer de casser cette contradiction. Autre exemple, ça pourrait être de dire, compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui dans ce domaine-là, eh bien, il y a un certain aspect qui n'a pas été exploré. Donc je me propose de l'explorer, d'apporter un éclairage nouveau sur un aspect qui n'a pas été éclairé, etc. Très bien. Et une fois que le chercheur, eh bien, il a trouvé son questionnement, sa problématique, eh bien, il va rédiger ce qu'on appelle un papier, un article, dans lequel il va présenter sa méthodologie et ses résultats. Alors il va d'abord présenter l'état de l'art, ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est l'état des lieux dans ce domaine, puis sa méthodologie et ses résultats. Donc il va écrire un papier, voilà, que je vais symboliser comme ça. Alors c'est le chercheur que je vais... Voilà, c'est un chercheur, mais souvent c'est une équipe de chercheurs. Hein. Le chercheur, il travaille rarement tout seul. Ok, ces chercheurs ont écrit un papier, et qu'est-ce qu'ils vont en faire de cet article-là qui présente ces résultats ? Est-ce qu'ils vont publier ça comme ça sur un site, sur Internet ? Est-ce qu'ils vont publier ça dans Science et Vie ? Ben non, ils vont pas faire comme ça, parce que en fait les chercheurs entre eux, ils sont hyper exigeants. Ok ? On peut imaginer qu'il y a un groupe de chercheurs qui publie un truc là, enfin qui écrit un papier, mais peut-être que c'est faux, peut-être qu'il y a des problèmes dedans, voilà. On ne remet pas en question leurs compétences, mais peut-être qu'ils ont commis des erreurs voilà, qu'ils n'ont pas vues, etc. Il faut bien s'imaginer qu'on est à la frontière entre connaissance et ignorance, donc c'est des domaines hyper pointus et pas du tout bien établis. Okay, c'est des choses pas claires, hein. On est vraiment aux frontières de la connaissance humaine, si je puis dire ça comme ça. Okay, donc c'est vraiment des sujets super pointus, hyper difficiles. Voilà. Et donc... eh ben, on ne va pas publier ça comme ça dans n'importe quel journal ou sur n'importe quel site. On va faire appel à des journaux. Voilà, je vais représenter ça par une personne, mais en fait, c'est un éditeur, okay, c'est une entreprise, hein, qui va publier, peut-être,
ce papier. En tout cas, les auteurs, ils vont envoyer ça à un éditeur de journal dont le métier c'est de publier des articles scientifiques dans un certain domaine. Mais l'éditeur, il n'est pas forcément compétent pour évaluer ce papier. Qui est compétent pour évaluer la qualité de ce papier? Eh bien, les seules personnes compétentes pour ça, ce sont les chercheurs, pas ces chercheurs-là, pas ceux qui ont écrit le papier, mais d'autres chercheurs qui travaillent dans le même domaine. Voilà. Parce que là, on parle de choses hyper pointues, quoi. Donc, quelquefois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y connaissent vraiment dans le domaine du papier. Et donc, ce que va faire l'éditeur, qui lui n'est pas compétent, il va prendre ce papier qu'on lui a soumis et il va l'envoyer à d'autres chercheurs du même domaine que les auteurs et qui vont relire ce papier et qui vont l'évaluer. Et ils vont dire si oui ou non ça tient la route et si c'est digne d'être publié. Souvent, on appelle ça les reviewers. Okay, reviewers, c'est les relecteurs, quoi. Okay, c'est les reviewers. On appelle ça la review. Ok. J'ai dû commettre une faute, là, ça doit être un V ici, enfin peu importe. C'est la relecture, ok. On appelle ça la relecture par les pairs. Les pairs, c'est P-A-I-R-S, ok. Parce que les chercheurs en vert, ce sont les pairs des chercheurs en bleu, là, ok. Ce sont les pairs. Et donc, ils vont dire si oui ou non ce papier est digne d'être publié. Si la réponse est oui, eh bien le journal va publier ça. Et ce journal va être, pour le coup, va faire partie de tout cet ensemble de papiers. Voilà, il va être avec plein d'autres papiers qui sont publiés dans ce qu'on appelle une revue à comité de lecture. Okay, l'éditeur en rouge ici, il est éditeur d'une revue à comité de lecture. Les reviewers, là, les pairs, c'est le comité de lecture. Okay, donc quand un papier comme ça a été publié, eh bien, ça veut dire qu'il a été relu. Il est passé par un filtre. Okay, donc là, j'ai représenté en bas un certain nombre de papiers, voilà, dans plein de domaines, hein, et qui sont passés par ce filtre-là, par la relecture par les pairs, okay, par le processus on appelle ça de peer review. Très bien. Donc finalement, ça, c'est un premier gage de qualité. Un papier qui est publié dans une revue à comité de lecture, eh bien, au moins ça a été relu. Ensuite, ce papier, peut-être qu'il ne vaut rien finalement. Il a quand même passé ce premier barrage, mais il y a peut-être des erreurs qui ont échappé aussi au comité de lecture. Donc pour un chercheur, un papier qui vient d'être publié, c'est intéressant, mais sans plus, on va dire ça comme ça. Ensuite, ce papier, il va vivre sa vie, et s'il est vraiment intéressant et pertinent, et s'il apporte vraiment une contribution à la science, dans un certain domaine, il va être cité par d'autres papiers. Et donc, au fil des années, ce papier va montrer s'il est véritablement intéressant. Et à ce moment-là, si c'est le cas, eh bien, c'est un papier qui va faire référence, quoi. Voilà. Et donc, ça sera un gage assez fort de qualité des résultats qui sont dedans. Okay, donc le peer review, c'est, on va dire, le niveau 0 de la recherche scientifique. C'est bien, un papier qui est publié, c'est bien. Mais ça ne fait pas tout. En plus de ça, il y a quelque chose, il y a certaines revues qui sont particulièrement sélectives. Okay, donc un papier qui paraît dans une revue très sélective, c'est déjà un gage de qualité supérieure. Il y a des revues qui ne sont pas du tout sélectives. Pas du tout sélectives. Et là, c'est un problème parce que quelque part le papier il est estampillé comme étant passé par un processus de peer review, mais c'est un processus de peer review de faible qualité. Donc c'est un problème dans la recherche aujourd'hui. Il existe des revues de mauvaise qualité, donc tous les papiers ne se valent pas. Voilà. En tout cas, passer par le processus de peer review, c'est le niveau 0, on va dire, de la publication scientifique. Ensuite, tous ces papiers-là, qui font partie maintenant des papiers publiés, qui font partie de ce qu'on appelle la littérature, eh bien ça correspond à mes petits points verts que j'ai mis ici.
Ok, le papier de mes chercheurs là, que j'ai dessiné en bleu, maintenant il est publié, il fait partie de la connaissance scientifique, ou en tout cas il est dans cette zone grise là, ou éventuellement, non, j'aurais peut-être dû, allez, on va supposer que c'est un très bon papier, et puis qui a apporté un éclairage nouveau. Alors là, il se trouve ici, et donc en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant la frontière, elle est légèrement décalée. Voilà, ces chercheurs ont apporté, voilà, hop, un petit éclairage nouveau, et ils ont, oui, réduit le domaine de l'ignorance, si on peut dire ça comme ça, en tout cas augmenté le domaine de la connaissance. Voilà. Et petit à petit, comme ça, la frontière se déplace grâce aux travaux de ces chercheurs. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que toute cette démarche-là, cette démarche scientifique actuelle, eh bien, elle marche très bien. On peut avoir confiance en elle. Il existe effectivement beaucoup de papiers de très mauvaise qualité, okay, dont les résultats sont même faux, ça c'est absolument certain. Okay, mais globalement, tout ce processus-là fonctionne très bien. Il suffit de prendre des exemples qu'on rencontre tous les jours. Quand on monte dans notre voiture tous les jours, on tourne la clé, la voiture démarre. Elle nous emmène là où on veut. Okay, notre voiture, elle fonctionne. Mais comment ça se fait que ça fonctionne si bien tout ça? Comment ça se fait? Comment on a pu réussir? Comment l'être humain il a réussi à construire des objets si complexes que cela? Eh bien, c'est avec voilà, la méthode scientifique, grâce à la recherche. Comment on arrive à construire des usines qui fabriquent autant de voitures tous les jours, ou qui fabriquent des smartphones, enfin voilà. Si vous regardez cette vidéo, c'est que moi je l'ai faite avec un ordinateur, ensuite je l'ai déposée sur un serveur chez YouTube, et maintenant vous pouvez regarder cette vidéo parce qu'il y a des câbles sous-marins qui, à travers le monde, permettent de transférer toute cette information, et ma vidéo elle est disponible n'importe où, dans n'importe quel pays du monde, quoi. Et grâce à tous ces systèmes-là qui fonctionnent, et ces systèmes-là, ils ont été conçus grâce à la méthode scientifique, pas autrement. C'est ça qui a permis le fonctionnement de tout ça. On peut prendre d'autres exemples. Moi, ça m'est arrivé de me faire opérer, par exemple. Je me suis fait opérer pour qu'on m'arrache des dents de sagesse. Eh bien, j'ai été anesthésié, voilà. Et puis, finalement, j'ai pas trop souffert. Voilà, on m'a arraché 4 dents, on m'a un petit peu charcuté, voilà. Bon, c'est vrai que pendant 2-3 jours, c'était un petit peu compliqué, je me souviens, mais finalement, j'ai pas trop souffert. Donc, je veux dire, l'anesthésiant, il a bien marché. Mes dents, je peux le confirmer, c'est sûr, mes dents m'ont été retirées, hein, ça je le sais. Je peux pas en douter. Et j'ai pas trop souffert. Donc finalement, la médecine, ça marche vachement bien. Si on avait fait ça au Moyen-Âge, je pense que j'aurais souffert beaucoup plus. Dernier exemple, le GPS. Mon GPS, il marche, hein. Ça fonctionne, hein. Quand je suis à tel endroit, mon GPS il dit vous êtes à tel endroit et pas ailleurs. Et je peux me déplacer, mon GPS sait que je me suis déplacé. Ok, et comment ça marche en GPS? Ça marche avec des satellites. C'est-à-dire qu'il faut envoyer des satellites dans l'espace grâce à des fusées, hein, des fusées qui portent les satellites et qui viennent les mettre en orbite. Voilà, et pour pouvoir faire fonctionner tout ça, donc c'est des choses d'une complexité inouïe qui nous dépasse. Et si on arrive à faire fonctionner des choses de cette complexité-là, eh bien c'est parce que au départ, il y a la recherche scientifique qui permet de comprendre le monde. Et cette méthode, elle marche bien. Si on utilise n'importe quelle autre méthode, ça marche moins bien. C'est la meilleure méthode qu'on ait aujourd'hui. On n'a pas mieux. Voilà, on ne peut pas faire mieux que cette démarche-là. Elle n'est pas parfaite, cette démarche. Il y a des défauts. J'ai parlé tout à l'heure des revues de mauvaise qualité. Voilà. Il y a même des chercheurs malhonnêtes, hein. Il y a des chercheurs qui bidonnent leur papier. C'est pas normal, hein. Il faut condamner ça. Mais malgré ça, globalement, eh bien, la recherche scientifique, ça marche bien. Ça marche très très bien. Ça nous apporte plein de trucs. Et on ne peut pas nier le bon fonctionnement de cette démarche-là. Ça fait à peu près 200 ans que cette démarche elle est employée par une bonne partie de l'humanité, et ça fonctionne, hein, tout simplement. Alors maintenant, Quentin Leplat, comment il fait, lui? Parce qu'il se prétend chercheur. Il se prétend chercheur, hein, c'est marqué sur la bannière de son site et de sa chaîne YouTube. Est-ce qu'il procède de cette façon-là par le processus de peer reviewing? Non.
Alors ça j'en parlerai après, mais je vais d'abord commencer par sa démarche. Alors lui, sa démarche, il nous l'explique dans plusieurs de ses vidéos. Il dit qu'il part de l'observation. Il observe, par exemple, des alignements de carrés qui correspondent à la position des mégalithes ou des pyramides, etc. Eh bien ça, c'est quelque chose qui fait partie du domaine de l'ignorance. C'est quelque chose qui est là. Voilà. C'est relié à aucune connaissance scientifique actuelle établie. Okay, si c'était le cas, il viendrait nous faire une revue de la littérature, okay, pour nous dire, ben voilà, il y a des scientifiques qui ont montré que c'était une hypothèse intéressante. Lui, il bâtit une hypothèse à partir de rien, à partir de l'observation. Et il travaille dans une petite zone ici, il est dans le domaine de l'ignorance en fait, et il cherche à valider son hypothèse. Alors pourquoi il ne faut pas fonctionner comme ça? Pourquoi c'est une méthode qui n'est pas opérationnelle, qui n'est pas fiable du tout? Alors déjà, c'est une méthode qui pourrait s'avérer extrêmement coûteuse, enfin qui est même absurde, parce qu'on pourrait prendre n'importe quelle hypothèse comme ça dans le domaine de l'ignorance, et puis se dire, bah tiens, je vais essayer de vérifier cette hypothèse qui tombe du ciel, hein, qui est juste parce qu'elle me plaît. Oui, mais on pourrait très bien passer des années, une carrière entière, dépenser beaucoup d'argent pour vérifier une hypothèse qui n'a peut-être pas de sens, en fait. Donc il vaut mieux s'appuyer sur toute une base de connaissances, okay, pour faire émerger des hypothèses qui ont au moins un peu de chance de se révéler vraies, quoi. Voilà. Et parce que sinon, on cherche des choses qui n'ont possiblement pas de sens, et on pourrait y passer beaucoup de temps et d'énergie pour rien. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, Quentin, il part de l'observation. Alors ces observations à Quentin, c'est par exemple celle-ci, des alignements de carrés, parce que ça c'est un de ces trucs. Il y a des carrés qui sont alignés et dont, voilà, aux angles sont on retrouve des mégalithes. Et ça, il dit que c'est un fait indéniable. Bah oui, c'est un fait, mais c'est juste une corrélation en fait. C'est juste une corrélation. C'est juste des carrés qui tombent bien sur la position des mégalithes, c'est tout. Et lui, il considère que c'est digne d'intérêt, c'est suffisamment intéressant pour pouvoir en faire, comme ça, une hypothèse. Mais non, c'est juste une corrélation. C'est juste une corrélation. Des corrélations étranges, des corrélations surprenantes, ça existe, et ça existe même beaucoup. Exemple, ce site-là, Spurious Correlations, okay, ça veut dire fausse corrélation, quelque chose comme ça, ou corrélation fallacieuse. C'est un site qui montre plein de corrélations complètement absurdes entre des grandeurs qui n'ont rien à voir. Par exemple, ici, c'est la corrélation, il y a une très très bonne corrélation entre la popularité du prénom Johnny et les cambriolages dans l'état du New Hampshire, okay, entre 1985 et 2020. Et on voit qu'il y a une très très bonne corrélation entre ces deux données-là. Mais on est bien d'accord que ça n'a rien à voir. C'est complètement, ces deux choses-là n'ont rien à voir. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre ces deux choses-là. Et puis si vous allez sur ce site, et ben des corrélations comme ça, fallacieuses, vous allez en trouver plein. Alors ici, c'est l'usage des OGM dans le maïs dans l'état de l'Iowa. Et les recherches Google pour les trous noirs. Voilà. Eh bien, il y a une très bonne corrélation entre ces deux données-là au fil des années. Et en fait, des corrélations comme ça, on peut en trouver plein, énormément, plein. En fait, le truc, c'est que le monde réel, il est extrêmement riche et complexe. Et si on cherche bien, eh bien des corrélations, on en trouve plein, à l'infini. Voilà. Et c'est pas pour autant qu'il y a une causalité. Ça ne veut pas dire que l'un explique l'autre, ok ? Cette courbe noire n'a rien à voir avec cette courbe rouge, c'est juste une corrélation hasardeuse. Voilà. Et Quentin Leplat, lui, quand il nous montre ça, lui, il ne peut pas croire à une corrélation. Pourtant, des corrélations, ça existe. Ça existe, bah oui, il y en a plein de corrélations. Parce que le monde est hyper riche et hyper complexe. Et lui, il est tellement attaché à son idée là, avec les carrés, qu'il n'arrive pas à se détacher de ça. Il n'arrive pas à se dire que c'est juste une corrélation. Il dit que c'est un fait. Oui, la corrélation, effectivement, elle a lieu, hein, d'accord. La corrélation entre ces deux grandeurs, elle existe effectivement. Mais est-ce que pour autant,
ça veut dire quelque chose? Est-ce que pour autant, on peut en conclure quelque chose? Est-ce que pour autant, ça fait une bonne hypothèse à traiter? Mais pas du tout. Pas du tout. Si, par exemple, entre ces deux grandeurs-là, il y avait des indices par ailleurs, ok, s'il y avait des recherches, par exemple, qui montraient qu'il y avait une, une possibilité de causalité entre ces deux grandeurs, eh bien voilà, ça deviendrait intéressant. Mais là, a priori, il n'y en a pas. Et donc là, finalement, on a fait le tour de la méthode de Quentin. Il part de corrélations, ok, dont la causalité n'a jamais été démontrée par ailleurs, jamais nulle part, et ensuite il construit des outils mathématiques, mais qui sont faux, d'accord, parce qu'il n'est pas compétent pour faire des maths correctes, et des outils informatiques avec des programmes qui sont faux, parce qu'il n'est pas compétent non plus, pour essayer de prouver ça. Donc je reviens à mon schéma, bah ouais, il est là, il est dans le domaine de l'ignorance, là, et puis il est dans ce petit domaine-là, et il construit des démonstrations fausses, parce qu'il ne sait pas faire, et voilà. Et si on revient au processus de publication scientifique dont on a parlé tout à l'heure, vous imaginez, si à gauche, là en bleu, c'est Quentin. C'est Quentin, et puis il a écrit un article, voilà, comme ça. Hop, il va soumettre ça dans une revue à comité de lecture, qui va envoyer ça à des reviewers. Les reviewers, qu'est-ce qu'ils vont voir arriver? Ils vont voir arriver un papier dans lequel des corrélations sont prises pour des causalités, il n'y a aucun lien avec la recherche actuelle, les démonstrations mathématiques sont fausses, les codes informatiques sont faux. Évidemment que ces chercheurs-là, les reviewers, ils vont dire à l'éditeur, mais non, votre truc, faut pas publier ça. Voilà. Et donc, les travaux de Quentin, ce sont pas des travaux de recherche, en fait. Ok, ça passera jamais cette barrière-là de la revue par les pairs. Dès qu'il y a des spécialistes qui vont se pencher sur ces travaux, ils vont dire c'est nul. Et d'ailleurs, cette critique, on l'entend, on la voit beaucoup sur les réseaux quand on s'intéresse un peu à Quentin Leplat. Mais c'est normal. C'est pas des gens qui cherchent à protéger les chercheurs là. C'est pas des gens qui cherchent à protéger quoi que ce soit. Ils sont juste contre le fait qu'un papier aussi mauvais se retrouve dans le groupe de ce qu'on appelle la littérature scientifique. Bah non, il faut l'exclure absolument. Bah oui, personne n'a intérêt. En fait, les chercheurs, supposons que les travaux de Quentin soient hyper sérieux, étayés par des preuves hyper solides et tout ça, eh bien, les travaux de Quentin seraient publiés dans des revues à comité de lecture, c'est absolument sûr. Les chercheurs ne sont pas contre les idées nouvelles, au contraire, c'est leur métier de produire des idées nouvelles. Donc, s'il y avait ça qui arrivait, eh bien, ils en seraient ravis. La seule condition, c'est que les preuves soient solides. Ici, les preuves sont absolument nulles, la méthodologie est complètement nulle. Donc, évidemment que les chercheurs disent c'est nul, et donc refusent de publier ça. C'est normal. Et on a tous intérêt à ce que cette base de connaissances scientifiques, là, elle soit la plus sérieuse possible, la plus solide possible, ok ? Pour, je sais pas, pour nos hommes politiques, pour prendre des décisions, quel que soit le domaine, hein, en tout cas, d'un point de vue sociétal, on a tous intérêt à avoir une base de données scientifique la plus solide possible. On n'a certainement pas intérêt à ce qu'un papier de Quentin Leplat arrive là-dedans. Bon voilà, Quentin Leplat, c'est pas un chercheur, donc quand il met ça sur sa bannière, sur sa chaîne, et ça, la même chose, en bannière là, de son site web, mais non, ça c'est mensonger, ça c'est une deuxième malhonnêteté vis-à-vis des gens qui tombent sur les travaux de Quentin, et ils se disent, ah bah tiens, c'est un chercheur. Mais non, c'est pas un chercheur, pas du tout, il n'en a pas du tout les attributs. J'ai un autre argument qui va en ce sens, c'est que sur son site, il y a quelque chose qui s'appelle publication scientifique. Il appelle ça les publications scientifiques. Et si je vais ici, ça c'est toutes les publications de Quentin qu'il appelle scientifiques. Ok ? Publications scientifiques. Qu'il publie sur academia.edu. Mais ça c'est trompeur, encore une fois. Academia.edu, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau social. C'est un réseau social de chercheurs. Au départ, ça a été créé pour que les chercheurs, entre eux, échangent. Okay ? Il y en a un autre qui s'appelle ResearchGate. Okay ? Ça, ce sont des réseaux sociaux sur lesquels n'importe qui peut s'inscrire. Okay ?
Mon boulanger, mon dentiste ou je sais pas, mon coiffeur peut s'inscrire là-dessus et publier dessus. Ce n'est pas du tout, du tout un site qui correspond à une revue avec une review par les pairs. Pas du tout. C'est un réseau social de chercheurs qui au départ servait pour les chercheurs, les vrais pour le coup, et puis sur lequel Quentin publie ses trucs. Mais bah non, en fait, c'est pas parce qu'il publie sur academia.edu que ça a une quelconque valeur scientifique. Ce ne sont pas des publications scientifiques. Une publication scientifique, c'est une publication qui est passée par le filtre de la revue par les pairs. Au moins ça, ok? C'est le minimum. Et donc ça encore une fois, ça c'est trompeur. Quand on ne connaît pas le processus, le fonctionnement de la science, eh bien on se fait avoir par ce genre de truc. Eh bien là encore une fois, je pense que ça c'est malhonnête de dire que ce sont des publications scientifiques. Ce ne sont pas des publications scientifiques, elles ne sont pas passées par le processus de revue par les pairs. Outil de recherche, bon, non, Quentin il fait pas de la recherche, non, c'est faux. En fait, Quentin, il se fait passer pour un chercheur. Ok, il se prétend chercheur, mais il n'en a pas les qualités, il n'en a pas les attributs. Et il y a quelque chose que je veux dire quand même qui est important, c'est que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de doctorat et qui publient quand même. Ok, parce que pour devenir chercheur, il faut faire un doctorat. Ok, c'est 8 ans d'études après le bac, c'est très long. Donc on ne s'improvise pas chercheur en fait, hein, voilà. Mais il y a des gens qui sont capables, qui sont très très doués, ça arrive, qui n'ont pas de doctorat et qui publient quand même. Les reviewers, là, hein, eh bien, ne vont jamais regarder les diplômes des gens. Ils vont s'appuyer seulement sur les résultats qui sont dans les papiers. Ok, il y a même des... Bah, d'ailleurs, un doctorant, quelqu'un qui prépare son doctorat, n'a pas encore de doctorat. Et pourtant, c'est quelqu'un qui publie. Voilà. Alors, pas tout seul, avec son équipe. Mais voilà, on n'est pas. Le diplôme ne pèse pas là-dedans. Il y a même des étudiants de master, quelquefois, pendant leur stage de master, ça arrive, les très bons étudiants, eh bien, ils contribuent à un papier, voilà, qui sera ensuite publié. Donc voilà, c'est pas du tout un critère. Donc on pourrait tout à fait imaginer quelqu'un comme Quentin, qui n'est pas chercheur de métier, okay, dont ce n'est pas le métier, mais qui publierait quand même. C'est possible, ça arrive. Sauf que, encore une fois, il faut des preuves à un moment donné. Il faut une méthodologie solide et il faut des preuves. Et ce sont les seules conditions pour qu'un papier soit publié. Alors si je veux aller voir ce qu'il y a sur academia.edu, hein, les articles soi-disant scientifiques de Quentin. Ok, j'arrive ici, je suis sur academia.edu, là, le compte de Quentin. Ben voilà, il y a un ensemble d'articles qu'il a écrits, qu'il a déposés ici, mais qui ne sont pas du tout des articles scientifiques. Si j'en prends un au hasard, le premier, ben déjà, on va voir un truc, c'est qu'il n'y a pas... Voilà, il y a un préambule, très bien, il explique son problème, mais il n'y a pas de revue de la littérature. Ok, protocole, très bien. Il n'y a pas de revue de la littérature. Okay, ici, il cite quelques sources, mais en fait, au début d'un papier, d'un véritable papier, il y a une revue de la littérature. Qu'est-ce que c'est que la revue de la littérature? C'est ça. Okay, c'est notre chercheur là, qui a publié son truc vert. Là. Eh bien, il est parti d'un ensemble de connaissances déjà établies dans un domaine. Et à partir de cet ensemble de connaissances, okay, à partir d'un état des lieux, on appelle ça un état de l'art, eh bien... on extrait une problématique et on y répond. Voilà. Et si la réponse elle est correcte, elle est bien faite, eh bien ça fait une publication validée. Eh bien cet état de l'art, il est obligatoire. Et Quentin, lui, il n'y a jamais d'état de l'art. Il ne s'embête pas avec ça. Okay, ça montre encore une fois qu'il est bien dans le domaine de l'ignorance. Tout ce qu'il produit, en fait, c'est décorrélé de la connaissance actuelle. Enfin, c'est absurde. Aucun chercheur ne fait comme ça. Alors comment ils font les chercheurs, les vrais? Bah, voici un exemple. Ça c'est un papier de recherche, ok. Bon, ça concerne la résistance hydrodynamique sur des coques de bateaux. Bon, peu importe le sujet. C'est toujours comme ça. Il y a un abstract, c'est-à-dire un résumé. Ok. Et ensuite, dans l'introduction, voilà, le chercheur nous explique l'état actuel de la recherche dans ce domaine. Et tous les petits numéros là, 1, 2, 3, 4, 5, etc., là il y en a beaucoup, eh bien ce sont des citations d'autres papiers qui ont déjà été publiés avant et qui ont montré certaines choses. Et donc, avant de parler de ces résultats à lui, le chercheur, ou les chercheurs ici, il y en a plusieurs,
voilà, il y a toutes ces personnes-là, et ben, disent voilà l'état actuel de la recherche dans ce domaine. Ok? Donc on a ça, voilà. Ensuite, il continue avec les travaux qui sont directement en relation avec les résultats qu'il va présenter. Il n'a toujours pas présenté son travail. Voilà, alors in 31, ça veut dire dans ce papier numéro 31, dans 22, les auteurs disent ceci, cela. Ok, alors on peut aller voir, tiens, 22. Bah, c'est quoi les numéros? Bah, c'est tout à la fin, il y a voilà. Ici, tous les, tu vois, 12, 22, etc. Tous ces papiers-là, ce sont les papiers qui sont mentionnés plus haut. Et on peut les retrouver ici. Ok, donc par exemple, ce papier-là, eh bien, je peux le retrouver, puisque j'ai les auteurs, le titre de l'article, ça c'est la revue, le volume, la date, etc. Ok. Et puis une fois qu'il a bien présenté le contexte, eh bien, il explique ses résultats, sa méthodologie, voilà, sa méthodologie et puis ses résultats. Mais son travail, sa méthodologie et ses résultats s'insèrent dans une continuité, ok, dans des travaux, dans une continuité de recherche. Voilà, voilà, ces gens-là, ils travaillent dans le domaine de la connaissance et ils apportent une nouvelle petite connaissance sur un sujet qui n'avait pas été tout à fait exploré ou tout à fait résolu jusqu'à maintenant. Voilà comment ça marche. Allez, un deuxième exemple rapide. Ici, c'est des maths, peu importe, un abstract, une introduction, et puis ici, avec des papiers qui sont mentionnés, 22, 25, 24, etc., 9, voilà, pour expliquer, voilà, aujourd'hui, ce que l'on sait, où on en est dans ce domaine-là. Voilà, ensuite, il pose son problème. Compte tenu de la recherche actuelle, eh bien, voici le problème que je vais proposer de résoudre. Voilà, et ensuite, il le résout, très bien. Ok, parfait. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors Quentin Leplat, comment il fait lui? Ok, donc lui, ses citations, il les met en bas de page. Très bien. Alors déjà, il cite ici un documentaire. Bon, très bien. Un documentaire, c'est pas un article scientifique, hein, c'est pas passé par le processus de revue par les pairs. Ensuite, il cite des livres. Bon, des livres, c'est bien des livres, mais c'est pareil, c'est pas passé par le processus de revue par les pairs. Dans les livres, on peut trouver tout et n'importe quoi. Je peux, moi, écrire un livre sur n'importe quel sujet sur lequel je suis pas compétent. Et c'est pas pour autant que ça fera une preuve scientifique de quoi que ce soit. Donc ici, il y a 3 citations, ok, bah, qui sont pas des citations scientifiques. Ici, il y a une citation, très bien, alors qu'est-ce qu'elle vaut? Faudrait voir. Ah, c'est publié sur academia.edu. Bon, bah, d'accord, bah, on a compris, hein, donc voilà, est-ce que ça vaut quelque chose? Je pense que non. Et puis ici, bon, bah, ChatGPT, d'accord, et puis ça, c'est ici de son propre site web. Voilà, ok. Et ensuite, et ben c'est tout, parce que ça, c'est juste une note de bas de page, c'est pas la citation. Donc voilà, on voit la pauvreté des citations, c'est des sites web, des livres, des articles publiés sur academia.edu. Enfin, voilà, c'est pas un travail de chercheur. Bon, clairement, voilà, encore une fois, ce n'est qu'un élément pour montrer à nouveau que Quentin Leplat, c'est pas un chercheur, il ne fait pas de la recherche, c'est clair et net. Voilà, il est temps de conclure cette deuxième partie bien assez longue déjà. Donc en guise de synthèse, hein, Quentin Leplat il trompe son monde pour 2 raisons majeures à mon avis. La première, c'est qu'il sait pertinemment qu'il y a un certain nombre de choses fausses dans tous ses résultats, et il ne le dit pas, il ne tient pas à informer sa communauté qu'il y a des problèmes. Ben oui, mais ça c'est pas très honnête vis-à-vis des gens qui lui font confiance en fait. Il y a des gens qui l'écoutent, qui le suivent, qui lui font confiance et qui pensent que tout ça c'est juste, alors qu'il sait très bien que c'est faux et il ne réagit pas. Quand moi je lui fais remarquer à travers mes vidéos qu'il a vu, qu'il connaît, c'est sûr, qu'il y a des problèmes, et bien il ne réagit pas, il fait l'autruche. Il est dans le déni en fait, voilà, il ne veut pas répondre. Et moi je m'en fiche personnellement, mais le truc c'est pour sa communauté, voilà, c'est pas clair, voilà, il trompe son monde pour cette raison. Et puis la deuxième raison, c'est que il se fait passer pour un chercheur qu'il n'est pas. Quentin Leplat, il ne publie pas dans des revues à comité de lecture, ce n'est pas un chercheur, son travail est de trop mauvaise qualité, okay, il y a trop de problèmes, il y a trop de biais, dans tous les sens, il n'a pas les compétences pour publier tout simplement. C'est pas grave, mais en tout cas c'est mensonger de se prétendre chercheur. Non, ce n'est pas un chercheur, c'est mensonger de dire qu'il fait des publications scientifiques, ce ne sont pas des publications scientifiques. Voilà, donc c'est encore une fois, il y a des gens qui le suivent, qui lui font confiance,
Et vis-à-vis de ces personnes-là, je pense que c'est pas très honnête de la part de Quentin de maintenir cette posture-là. Alors troisième partie, qui croire quand on n'y connaît rien? Quand on n'y connaît rien, en archéologie, comme moi par exemple, moi j'y connais absolument rien, j'ai aucune connaissance, aucune compétence en histoire, en archéologie, tout ça. Et si je voulais me renseigner sur le sujet des pyramides ou des mégalithes, si c'était un sujet que j'avais envie de creuser, et que je tombe sur internet sur les vidéos de Quentin, je serais tenté de croire tout ce qu'il y a dedans. Mais le problème c'est que nous on a vu que non, ce que raconte Quentin c'est faux. Alors comment on fait? Moi je vais prendre un exemple. Voilà, alors comme exemple je vais prendre cette vidéo de Quentin qui s'appelle J'ai testé 1 million de pyramides, la grande pyramide contient bien le nombre pi, voilà, et avec un argument qui est la p-value, enfin voilà. Dans cette vidéo, Quentin, il nous présente deux archéologues. Donc au départ, il y a une dame, c'est cette dame-là. Voilà, c'est un extrait d'un reportage où elle explique qu'il n'y a aucune raison de penser que les Égyptiens, à l'époque des pyramides, connaissaient le nombre pi. Donc elle explique qu'il n'y a pas de raison de penser ça. Et puis, Quentin, il présente aussi un extrait d'une très vieille émission là, de 1975, dans laquelle il y a un archéologue qui s'appelle Jean-Pierre Adam, et qui explique qu'on peut trouver n'importe quel nombre dans n'importe quel objet. Il prend l'exemple ici, je crois que c'est une cabine téléphonique, ou enfin peu importe. Et puis Quentin, il contredit ces archéologues avec ses arguments à lui, et puis alors il explique ce que c'est que la p-value. Alors la p-value, je pense qu'il n'a pas compris ce que c'était. Il faudrait que j'en parlerai peut-être plus tard, mais bon, il tente d'expliquer ce que c'est que la p-value, parce que pour lui c'est un argument, mais bon, encore une fois, il faut maîtriser les mathématiques qui vont avec, je pense que c'est pas le cas. Et puis encore une fois, c'est toujours la même méthode, hein. Il nous parle d'un outil qu'il a développé, un outil informatique qu'il a développé et qui fait des calculs de probabilité. Bon, je n'ai pas étudié cet outil, mais tous les outils de Quentin que j'ai étudiés avaient des problèmes, étaient faux. Donc j'ai aucune bonne raison de penser que cet outil, il est correct. Bon voilà, en gros, il montre, avec sa méthode à lui, qu'il y aurait une probabilité pour que il y ait pi, la valeur pi, dans les dimensions de la pyramide quelque part. Voilà. Bon, si je reviens à ma question de départ, qui je dois croire? Est-ce que je dois croire les archéologues, okay, cette dame et ce monsieur, ou Quentin Leplat, okay? Il y a une contradiction là entre ces personnes-là. Qui je dois croire? Alors, cette dame-là, elle s'appelle Marianne Michel, voilà, il y a sa page Wikipédia. Déjà, on voit qu'elle est docteur. Okay, elle est docteur en égyptologie. Elle a soutenu une thèse, okay, qui a été publiée et puis rééditée. Quand on soutient une thèse, hein, une thèse de doctorat, c'est un travail de 3 ans, souvent 3 ans, parfois même plus. Alors 3 ans après un master, hein, d'accord, ce qui nous amène à un bac+8. Et quand on soutient notre thèse, devant un jury, et on dépose un manuscrit, et ce manuscrit, il a été relu et validé par le jury. Okay, un jury de spécialistes. En fait, c'est le même procédé que la revue par les pairs dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est pas pour un article de journal, c'est pour la thèse, mais le principe est le même. Alors une thèse, hein, ça fait plusieurs centaines de pages en général. Donc cette dame-là, elle est archéologue, elle est docteure en égyptologie, elle a soutenu une thèse, ça veut dire que ses travaux de thèse ont été validés par un jury d'experts. Moi j'y connais rien en égyptologie, mais à qui j'accorde ma confiance? À cette dame qui a un doctorat, qui a soutenu une thèse, dont le travail a été validé, et puis on voit qu'elle a publié d'autres choses dans des colloques, etc. Je dois croire cette dame ou je dois croire Quentin Leplat, qui n'a absolument rien publié, dont le travail est biaisé dans tous les sens? Non, moi ma confiance, à qui je vais l'accorder? Je vais l'accorder à cette dame-là, évidemment. C'est sans aucun doute. Jean-Pierre Adam, c'est le monsieur de l'émission ancienne, là, des années 70. D'accord, donc ici on nous explique qu'il est archéologue, etc. Bon, il a fait d'autres choses avant. Et puis sur ce site-là, j'ai trouvé en fait une liste de toutes les publications de Jean-Pierre Adam.
Ça, c'est la plus récente, 2014. Parce que Jean-Pierre Adam, c'est un vieux monsieur, donc je pense qu'il a dû arrêter de publier dans ces années-là, mais voilà, 2013, 2011, là on remonte dans le temps, etc. Et puis voilà, 2002, donc c'est quelqu'un qui publie dans des journaux. Alors moi j'ai remarqué qu'il publiait souvent dans cette revue-là, qui s'appelle Revue archéologique. Alors qu'est-ce que c'est que cette revue archéologique? On fait quelques recherches et puis on trouve, voilà. Là on est sur la page de Revue archéologique qui nous explique ce que c'est que cette revue. Okay, c'est un des plus anciens périodiques scientifiques français, blablabla, blablabla, on a toute la description. Le comité de rédaction et de lecture, etc. Et puis on a une information intéressante qui nous dit quelque part, voilà, les articles soumis sont évalués en double aveugle par 2 experts internationaux. Okay, les articles soumis, ça veut dire les articles qui sont soumis par les auteurs. Okay, il y a les archéologues qui écrivent un article, qui le soumettent à cette revue. Eh bien, ils sont évalués en double aveugle par 2 experts internationaux. Il y a 2 experts internationaux qui vont relire l'article et le valider. Okay, donc c'est bien une revue à comité de lecture. En double aveugle, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les auteurs ne connaissent pas l'identité des relecteurs, et les relecteurs ne connaissent pas l'identité des auteurs. Voilà ce que ça veut dire. Donc, est-ce que c'est une revue de très haut niveau? Je suis incapable de le dire, mais au moins, c'est une revue à comité de lecture. Ok? C'est pas academia.edu, quoi. Hein, un document qui a été envoyé comme ça sur academia.edu. Bon, alors, je fais confiance à qui? À Jean-Pierre Adam ou à Quentin Leplat? À Jean-Pierre Adam, hein. Il n'y a pas photo. Hein. Donc, je ne suis pas expert, okay, je connais rien en archéologie, en égyptologie, tout ça, mais à qui je vais accorder ma confiance? C'est clair, hein, aux experts, hein, aux gens qui se soumettent finalement à la méthode la plus solide qu'on ait, la méthode la plus fiable, la plus robuste qu'on ait, la méthode scientifique, okay, qui consiste, alors ça ne consiste pas que en ça, mais au moins à publier ses travaux dans des revues à comité de lecture, okay, à faire relire son travail par les experts pour validation. Voilà. Eux au moins, ces 2 personnes-là, Marianne Michel et Jean-Pierre Adam, eux au moins, ils se soumettent à cet exercice, ce que ne fait pas Quentin Leplat. Quand Quentin Leplat, il fera ça à plusieurs reprises, qu'il publiera plusieurs papiers dans des revues à comité de lecture qui seront validés par les spécialistes à plusieurs reprises, eh bien, on pourra accorder au moins un peu de crédit à Quentin Leplat. Tant qu'il fera ces petites vidéos-là et ces outils biaisés sur Internet, mais ça vaut pas une cacahuète. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Le problème dans tout ça, c'est que quand on n'y connaît rien et qu'on regarde cette vidéo-là, on voit Quentin Leplat qui nous parle de p-value. Il nous explique la p-value. Ouh là là, c'est très impressionnant tout ça. Voilà, p-value inférieure à 0,01, c'est très significatif. Il nous explique ça. Et ben ça impressionne. Ça impressionne les gens qui ne sont pas du tout spécialistes des mathématiques et de la science en général. Et oui, ça apporte une pseudo-crédibilité. Ensuite, il sort son outil là, qui fait des calculs. Mais non, mais Quentin, il n'est pas capable, il sait pas faire. Il sait pas faire des programmes corrects. Voilà, mais pour les gens qui connaissent pas, qui n'ont pas vraiment creusé la question, comme moi je l'ai fait, eh ben ils tombent dans le panneau, évidemment. Voilà. Donc, il n'y a pas photo. Si je dois me faire un avis, alors moi je n'ai pas creusé cette question, est-ce qu'il y a Pi dans la grande pyramide? Bon, j'ai deux spécialistes qui me disent que non, et il y a Quentin Leplat qui me dit que oui. Bon, moi, mon avis aujourd'hui, il est que, non, il n'y a pas Pi dans la grande pyramide. Non, ça, c'est pas possible en fait. C'est pas possible, tant qu'il n'y a pas de véritables preuves. Si un jour il y a des preuves, des véritables preuves, eh bien je changerai d'avis. Et je dirais, ok, les spécialistes disent qu'il y a Pi dans la grande pyramide, je dirais, ok. tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis Quentin, il aura beau faire des conférences, comme là, ça c'est sa dernière vidéo, il aura beau faire des conférences de presque 2 heures pour nous expliquer qu'il y a Pi dans la grande pyramide, non, en fait, non. Tout ça, ce sont des histoires qu'il construit avec des éléments, enfin bon, maintenant on connaît le truc.
Et il peut faire des heures et des heures comme ça, Quentin, pour nous expliquer tout ça. Mais en fait, bah non. Tant que ça ne sera pas publié, validé par les spécialistes, tant que Quentin n'utilisera pas la véritable méthode scientifique, une vraie bonne méthode, avec des vrais bons arguments, eh ben on ne pourra jamais valider ça. On ne pourra jamais valider son hypothèse. Elle ne sera jamais validée, vraisemblablement, puisque, bon, vraisemblablement, c'est clair, les Égyptiens à l'époque ne connaissaient pas le nombre pi. Alors maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin, et parce que moi je me suis demandé quand même qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de gens qui pensent que Quentin Leplat, bah, ce qu'il raconte, c'est crédible. Voilà, quand on voit son nombre d'abonnés, on voit les commentaires sous ses vidéos qui le soutiennent et qui le félicitent pour la qualité de ses démonstrations, etc. Bon, ces gens-là, ils se trompent, hein, c'est manifeste. Et comment ça se fait? Alors moi, je vais faire une analogie avec des voitures. Voilà, et les deux voitures qu'on voit à l'écran, on va supposer que c'est des voitures que j'ai dans mon garage. Il y a celle de droite, c'est une voiture ancienne, une voiture de collection. Elle est très jolie, très sympa. Quand je suis à son volant, bah, c'est un vrai plaisir de rouler avec. Elle fait une sonorité, elle a une sonorité sympa, ça vibre un peu. Il y a peut-être même qu'elle sent un peu l'essence et tout ça. Donc voilà, c'est vivant, c'est sympa de rouler au volant de cette voiture. Et puis peut-être même que elle me rappelle, je sais pas, une période que j'ai connue, ou elle me rappelle mes grands-parents. Enfin bon, il y a beaucoup d'émotions qui sont attachées à cette voiture finalement quand je roule avec. Et puis dans mon garage, j'ai aussi la voiture de gauche là. C'est une voiture récente, une voiture moderne. Alors évidemment, elle a beaucoup moins de charme, hein, elle est beaucoup plus confortable, il n'y a pas d'odeur désagréable. Mais par contre, son avantage, c'est qu'elle est fiable. C'est-à-dire que si un jour j'ai besoin d'aller quelque part pour le travail ou un rendez-vous et que j'ai besoin d'être à l'heure, eh ben je vais plutôt prendre cette voiture. Hein. Je pense que n'importe qui prendrait plutôt cette voiture pour s'assurer d'arriver à bon port à l'heure. Parce que ma voiture ancienne, elle est super sympa, mais bon, elle est beaucoup moins fiable. Hein. Le risque de tomber en panne avec est bien plus grand. Donc si je veux m'assurer d'arriver à l'heure, je vais plutôt prendre ma voiture moderne. Ok ? Même si elle est un peu moins sympa. Et ben moi je pense qu'il y a quelque chose comme ça. La voiture de collection là, et ben pour moi ça c'est le travail de Quentin Leplat. C'est-à-dire que Quentin Leplat, il nous raconte une histoire sympa. C'est-à-dire que il nous dit que les archéologues ils sont dogmatiques, ils ne veulent pas remettre en question leurs idées, etc. Et donc pour un auditeur qui n'est pas familier avec la recherche et la science, eh ben, c'est un discours qui peut être plaisant. Il y a un côté un petit peu rebelle dans cette affaire-là, il y a un côté un petit peu David contre Goliath. Quentin Leplat, il se présente comme un chercheur indépendant. Bon, ça veut rien dire un chercheur indépendant, hein. Mais il se présente comme ça, et donc, oui, il y a un petit côté sulfureux dans son discours là, qui est plaisant, quoi. Et puis la science, voilà, la démarche scientifique, ce serait cette voiture moderne, représentée par cette voiture moderne qui est un petit peu aseptisée, etc. Oui, mais c'est le meilleur véhicule pour me rapprocher de la connaissance. Si j'ai besoin d'apprendre quelque chose sur un sujet, n'importe lequel, hein, en archéologie ou sur n'importe quoi, et que j'aimerais me rapprocher le plus possible de la vérité, ok ? Eh ben, je vais utiliser le véhicule le plus fiable. Le véhicule le plus fiable, c'est la démarche scientifique. Je vais me tourner vers les gens qui respectent cette démarche, puisque c'est le véhicule le plus fiable. Voilà. Alors que si je monte dans le véhicule de Quentin Leplat, ok, alors ça va être sympa, hein, ok, il y a le côté sulfureux et rebelle, ouais, mais il va pas m'emmener du côté de la vérité, c'est sûr. Il va m'emmener ailleurs, il va m'emmener... il va me raconter des histoires qui vont être sympathiques, très bien, mais ce n'est pas de la recherche. Et c'est ça, il a le problème. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que ma voiture moderne, là, elle n'est pas infaillible, elle peut tomber en panne. Et ça arrive que des voitures neuves tombent en panne. De la même manière que ça arrive qu'en science, il y ait des résultats erronés qui soient publiés. Bien sûr que ça arrive, mais ça, c'est pas une bonne raison pour utiliser une méthode encore moins bonne. La science, la démarche scientifique, c'est pas quelque chose de parfait.
Bah oui, il y a des écueils parfois, il y a des gens malhonnêtes, il y a des choses qui sont mal faites, il y a des problèmes très complexes qui font que tous les résultats ne sont pas justes. Mais c'est pas une bonne raison pour se tourner vers une méthode encore moins bonne. Mais non. Ok, la méthode scientifique, elle n'est pas parfaite, ok, surtout dans sa mise en œuvre, mais c'est la meilleure. Elle reste, malgré tout, la meilleure. Donc j'ai tout intérêt à utiliser ma voiture neuve, ma voiture récente, qui peut-être va tomber en panne, mais statistiquement, elle va tomber en panne beaucoup, beaucoup moins que ma voiture ancienne. En fait, ce qu'il devrait y avoir comme sur la bannière du site de Quentin, ça devrait pas être marqué chercheur, mais auteur de roman, ou auteur de fiction, voilà. Si on sait que c'est de la fiction, bah voilà, il n'y a pas de tromperie finalement. Ok, on sait que Quentin nous raconte des histoires, une histoire un peu fantasmée, très bien, mais qui n'a aucune valeur scientifique. Et là, il fait un mélange des genres et ça va pas. Voilà. Donc, bah voilà, il faut faire son choix. Est-ce que j'utilise la voiture de Quentin ou la voiture moderne pour me rapprocher de la vérité? Bah, voilà, c'est à chacun de voir, mais il me semble que ce qui est raisonnable, c'est d'utiliser la voiture moderne et de faire confiance aux gens qui sont des véritables spécialistes et des véritables scientifiques. Allez, voilà, je m'arrête ici. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir dans les commentaires les retours des personnes qui suivent Quentin et qui pensent que ses résultats sont justes et qui peut-être auraient été convaincus par certains de mes arguments que j'ai développés ici. Et puis éventuellement, si ceux qui n'ont pas été convaincus également, mais j'aimerais que ça se fasse de façon cordiale, bien sûr, c'est quand même mieux pour tout le monde, et puis que ça soit argumenté un minimum. Si vous pensez que je me suis trompé quelque part, eh bien il faut le dire, l'expliquer tout simplement du mieux que vous pouvez, et comme ça on pourra discuter. Voilà, donc votre retour sur ma vidéo ou mes vidéos m'intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt.